Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mazagan est une ville inventée, créée de toutes pièces par les Portugais en 1542, comme surgie du néant au bord de l'océan sur la côte atlantique du Maroc, à mi-chemin du détroit de Gibraltar et des sables du désert saharien. Son port, ses remparts, ses maisons, ses magasins, ses églises sont bâtis par eux, pour eux. Architectes et maçons affectés à sa construction, soldats et civils appelés à l'habiter, tous sont gens venus de Lisbonne ou d'autres villes du Portugal. Mazagan est une cité interdite aux Marocains, et qui le restera jusqu'au départ des Portugais en 1769. Étrange ville. Implantée en terre marocaine mais fermée à tout échange avec le monde qui l'entoure, sauf pour mener des escarmouches contre les morts ou faire face à leurs assauts, Mazagan affiche sa fierté du haut de ses énormes remparts, mais crie sa misère et sa détresse auprès de sa mère patrie. Abandonné un temps aux oiseaux qui viennent nicher dans ses ruines, Mazagan renaît, lorsqu'en 1823 le sultan du Maroc proclame que la cité sera un port d'importance. Alors arrivent des négociants européens, sardes, génois, anglais, français, espagnols et plus tard allemands. Ils s'installent dans la vieille cité, s'entourent de juifs autochtones et de musulmans auxquels ils donnent emploi et protection. Mazagan devient ville ouverte, port cosmopolite. La ville attire campagnards et citadins des bourgs voisins, éclate hors ses murs. En 1900, elle compte plus de 10 000 habitants. Les Français y sont peu nombreux, beaucoup moins que les Anglais et les Espagnols, mais la France mène une activité diplomatique intense, cherche et réussit à écarter les convoitises des autres nations européennes sur un pays que toutes, elles ont concouru à affaiblir. En 1912, le Maroc ne peut échapper à un statut, le protectorat, qui vise à préserver son identité, son sultan, son gouvernement, le Magzen, mais remet l'entière réalité du pouvoir entre les mains de la France. Mazagan devient ville française. Les ingénieurs, fonctionnaires formés à l'école de Lyautey, imaginent une cité nouvelle. On construit autour d'une place centrale des bâtiments administratifs, une poste, un théâtre. On trace de larges avenues. On aménage la plage. Des quartiers résidentiels apparaissent. Des hôtels, un casino, bientôt des cinémas sont créés. Les voies publiques ont pour nom Raymond Poincaré, Clémenceau, Paul Doumer, les restaurants, le Coq d'Or ou le Bon Coin. Pendant plus de 40 ans sans vraiment se connaître, sans jamais se mêler, Français et Marocains feront de Mazagan une ville harmonieuse, une petite ville coloniale où chacun semble trouver sa place et ne remet en cause ni son statut ni son sort. L'histoire de la cité est faite de ces trois vies, avant qu'en 1956 Mazagan ne devienne ville marocaine, pleinement marocaine dans un Maroc indépendant, sous le nom d'El Jadida. Mazagan, site portugaise. 1514 à 1769. Le premier dimanche qui suivit la prise de Ceuta, dans la grande mosquée convertie en église, les prêtres qui avaient accompagné l'escadre portugaise célébrèrent une messe solennelle en présence du roi, Dom João, de ses fils et de tous les nobles qui avaient participé à l'expédition. La veille, on avait pris soin de retirer les tapis de prière des musulmans et d'asperger murs et sols de sel et d'eau bénite en prononçant les oraisons rituelles de purification. Dans l'église désormais consacrée, le frère João Xira prononça un vibrant sermon qui exaltait le triomphe du christianisme sur l'islam. Seigneurs et soldats reprirent en chœur le Te Deum Laudamus entonné par les chapelains. À la fin de la cérémonie, tandis que 200 trompettes retentissaient, tous se déclarèrent émus d'entendre les carillons de 2 cloches que les morts avaient, dit-on, dérobées autrefois à Lagos, en terre portugaise, et qui, retrouvées dans la cité musulmane, avaient été hissées au sommet d'un minaret. La conquête de Ceuta, après une seule journée de combat, le 21 août 1415, se voulait avant tout victoire de la chrétienté, un tardif mais éclatant prolongement de la Reconquista péninsulaire qui avait permis, en 1250, de libérer totalement le Portugal de l'emprise des morts après plus de 5 siècles d'occupation musulmane. Pour les Portugais, c'était aussi, à n'en pas douter, l'heureux présage d'une possible conquête du Maroc. Situé sur la rive sud du détroit de Gibraltar, Ceuta était un port d'importance. On y trafiquait des céréales, du blé surtout, du cuivre, des cotonnades, de la cire, du sel. Des caravanes venues de contrées lointaines y apportaient or, ivoire, encens et plumes d'autruche. En pillant les magasins et entrepôts de la ville, les soldats avaient trouvé de grandes quantités d'épices et des étoffes de grand prix.
Un important butin, affirmait-on, mais déjà tous nourrissaient le dessein d'en accaparer bien d'autres. Le Maroc avait la réputation d'être un pays d'une richesse fabuleuse. Avant de regagner Lisbonne, à la garnison qu'il laissait dans la cité, le roi João annonça : « Ce que j'ai fait n'est point la conquête même, ce n'est que le commencement. » 1. Les Marinides, qui régnaient au Maroc, avaient fait de Fès leur capitale. Cette grande cité était, au dire des marchands qui l'avaient visitée, extrêmement animée et prospère, son commerce très actif. Ils vantaient aussi la beauté de ses palais, de ses jardins, de ses fontaines, et disaient que des maîtres et des savants fort érudits y enseignaient dans d'innombrables collèges. Fès, ville savante et commerçante, semblait concentrer tout le lustre de la Berbérie. Dom João songea un moment à s'en emparer. C'était un rêve fou. Si Ceuta avait été facilement conquis, depuis, les troupes du roi de Fès, Abdallah, ne cessaient de se manifester aux abords de la ville, ne permettant aux soldats portugais que de brèves incursions hors des remparts. Mener une expédition contre Fès serait à coup sûr une aventure très coûteuse en hommes, en armes, en argent, et dont le résultat serait très incertain. Dom João y renonça. Dom Duarte et l'échec de Tanger. Son fils Dom Duarte, devenu roi, prit à son tour le parti de la guerre. En 1437, il décida d'attaquer une autre ville du détroit de Gibraltar, Tanger. Mal préparée, l'expédition se solda par un désastre. Les troupes débarquées durent capituler et ne furent autorisées à regagner le Portugal que moyennant la promesse de la rétrocession de Ceuta. Jusqu'à l'exécution de cet engagement, un prince devait demeurer en otage. Le jeune fils du roi, Dom Fernando, proposa d'être ce garant. Emmené à Fès, il fut enfermé dans un cachot. Perdre Ceuta, cité devenue symbole de la Reconquista, s'était heurté la raison d'État. Mais était-il imaginable d'abandonner Dom Fernando à son sort ? Recevant de son entourage des avis contradictoires, Dom Duarte n'arrivait pas à trancher. Lorsqu'il fut emporté par la peste en 1438, rien n'était décidé. Appelé à lui succéder, Dom Afonso n'était qu'un enfant de 6 ans. À la cour, les mêmes partis continuèrent de s'affronter et de faire valoir leurs arguments auprès du régent. Alors, avec la plus grande netteté, la papauté fit valoir son point de vue. Il était inconcevable de restituer Ceuta aux musulmans. Tandis qu'à Lisbonne on ne cessait malgré tout de peser le pour et le contre, le pape Eugène IV, le 29 décembre 1442, dans la bulle Etsi Cunctos, menaça d'excommunication quiconque déciderait d'abandonner Ceuta, la seule ville qui confesse le nom de Jésus-Christ en Afrique, troisième partie du monde. Dom Fernando mourut l'année suivante dans sa geôle. Constante dans sa politique, la papauté insistait pour que soit poursuivie la croisade contre l'islam. En sus des objectifs strictement religieux, le pape Nicolas V fit valoir les intérêts économiques d'une guerre sainte dans 2 lettres patentes qu'il écrivit à Dom Afonso. Dans la bulle Dum Diversa du 18 juin 1452-3, il donna au roi la libre et ample faculté de capturer, vaincre et soumettre les païens et tous les infidèles et ennemis du Christ où qu'ils se trouvent, ainsi que l'autorisation de s'approprier leur royaume, leur principauté et tous leurs biens, et même de réduire leurs personnes en perpétuel esclavage. Le 8 janvier 1455, il confirma dans la bulle Romanus Pontifex IV les avantageux corollaires d'une guerre menée contre les païens, l'accaparement des terres et l'asservissement des hommes. Prenant le parti du Portugal contre l'Espagne qui avait elle aussi quelques visées sur cette troisième partie du monde, le pape ajouta que Ceuta et toutes les autres acquisitions qui seraient faites dans les lieux circonvoisins ou plus au sud en Afrique jusqu'au golfe de Guinée, appartiendraient à jamais au Portugal. Afonso V, roi de Portugal et des 2 Algarves. Imprégné de la tradition de la croisade, sensible au discours de la noblesse portugaise qui rêvait d'exploits chevaleresques et convaincu des perspectives de profit qu'elle offrait, Dom Afonso décida à 26 ans de se lancer dans une guerre de conquête du Maroc, une guerre qui se voudrait prudente mais systématique. En 1458, les Portugais s'emparèrent de Ksar et Seguir, petit port entre Ceuta et Tanger. En 1471, ils investirent Argila sur le littoral atlantique, puis Tanger. En 1473, Larache tomba entre leurs mains. Fiers de ces victoires et considérant que le territoire portugais au Maroc était en quelque sorte le pendant de la province méridionale du Portugal,
Afonso V ajouta à son titre de roi de Portugal celui de roi des Algarves en deçà et au-delà de la mer en Afrique. De ses conquêtes, militairement comme politiquement d'importance, Afonso V retirait à juste titre un grand prestige. N'était-elle pas malgré tout décevante ? Certes, dans chaque ville conquise, on s'empressait de consacrer l'une des mosquées et d'en faire une église paroissiale, mais aucun mort ne se convertissait à la religion de Rome. Certes, chacun des ports pouvait constituer un relais utile pour les navires portugais qui partaient explorer les côtes africaines jusque dans le golfe de Guinée, mais les techniques de navigation ne permettaient-elles pas désormais de s'affranchir de telles escales ? Surtout, alors qu'ils avaient rêvé de s'emparer des richesses du Maroc, les Portugais étaient bloqués par les musulmans dans leurs cités fortifiées et n'en tiraient aucun profit. La nouvelle dynastie régnant à Fès, celle des Banu Wata, qui avait succédé aux Marinides, contrecarrant toutes les menées du Portugal visant à partir des villes conquises à élargir son emprise territoriale, ce dernier devait-il se contenter de disposer de ce simple chapelet de places fortes, toutes situées dans le nord du Maroc, toutes villes côtières ? Fallait-il poursuivre l'entreprise de conquête dans le sud marocain, là où l'autorité des Wattasides ne s'exerçait guère, là où pouvoir et territoire paraissaient divisés entre diverses tribus obéissant à des chefs locaux ? Peu avant la fin de son règne, Afonso V signa avec les notables de Safi, port de l'Atlantique à la hauteur de Marrakech, un traité par lequel la ville reconnaissait la suzeraineté du Portugal. C'était une soumission sans combat, concédée pour éviter une guerre et probablement dans la perspective partagée d'aller guerroyer contre d'autres tribus et de se distribuer les butins, en quelque sorte une alliance, même si les termes de l'accord étaient déséquilibrés. Pour le Portugal, c'était l'ébauche d'une nouvelle stratégie dont le successeur d'Afonso V, João II, allait s'inspirer. João II, roi de Portugal, des deux Algarves et de la Guinée, pays de l'or. João II monta sur le trône en 1481. Bien davantage que le Maroc, ce qui lui importait, c'était la route maritime qui menait au pays des Noirs. Dès après la prise de Ceuta, en 1415, les Portugais avaient décidé de découvrir les côtes africaines, ayant appris que les Maures allaient chercher de l'or du côté de cette région occidentale de l'Afrique. 5. En 1434, ils avaient atteint le cap Bojador, en 1441 le cap Blanc. En 1443, ils avaient découvert Arguin en lisière du Sahara. En 1444, ils étaient parvenus à l'embouchure du Sénégal, là où commençait la Terra do Negro, le pays des Noirs, qu'ils appelaient aussi la Guinée. En 1471, ils avaient abordé à Sama, à l'embouchure du Rio de São João, un rivage où l'or circulait en abondance. Tandis que les navigateurs portugais poursuivaient toujours plus au sud leur voyage d'exploration, la préoccupation de João II était d'exploiter au mieux les découvertes des pilotes portugais et les contacts qu'ils avaient pu nouer. Écrasé de soleil, sans arbres, Arguin était un îlot aussi aride que le désert qui recouvrait le continent proche. Cependant, les Portugais y avaient découvert une très merveilleuse source d'eau douce. 6. Ce point d'eau permanent les avait conduits à fréquenter le site et peu à peu, à faire commerce avec les nomades chameliers Sanadja. Ces échanges se faisant réguliers, ils avaient décidé d'y construire un comptoir à la fois forteresse et boutique. Arguin était en relation avec Tombouctou. Les morts de cette ville vont jusqu'à Arguin à 300 lieues de là sur leurs chameaux, écrit un chroniqueur. Ils apportent de l'or et avec celui-ci achètent des chrétiens ce dont ils ont besoin. 7. Ce qui leur était utile, c'était des draps de couleur ordinaire, bleu et rouge, des burnous, des haïques, des couvertures, des tuniques, des selles, des étriers, des cuvettes, du miel. Les chevaux aussi, et puis du blé dont 2 alquiers un tiers valent un mythical. 8. Toute chose que le Portugal ne produisait pas, ou n'envisageait pas d'exporter. Toute chose que le Maroc pouvait procurer. Les navigateurs portugais se fournissaient là où ils le pouvaient, notamment à Safi, mais il ne s'agissait que d'un commerce rudimentaire. Il y avait mieux à faire. Dans le golfe de Guinée, Sama était encore plus proche des régions aurifères. Les perspectives de trafic y étaient extrêmement prometteuses. Dès 1482, João II ordonna la construction d'une factory qui fut bâtie tout près, à São Aurore da Mina. Là encore, il convenait d'approvisionner le comptoir en produits d'échange. Alors Dom João, qui avait ajouté à ses titres royaux celui de seigneur de Guinée,
tourna ses regards vers le Maroc. Azemmour. Tous les navigateurs et marchands portugais le disaient. Les Ducala étaient très riches en blé et en animaux domestiques, bêtes de somme, mulets et mules, chameaux et aussi chevaux. Une région très prospère, insistait-il. Au bord de l'Atlantique, la ville de Safi marquait la limite sud de la province Neuf et Azemmour sa limite nord. La cité d'Azemmour n'était pas directement au bord de l'océan. Située sur la rive gauche de l'Oum Ezerbia, elle était à 3 km de l'embouchure du fleuve. C'était une ville fortifiée qui possédait un mur d'enceinte bâti à la manière du pays, c'est-à-dire en matériaux plutôt grossiers et de triste apparence, 10. Elle faisait dans les 5000 feux, 11 soit à peu près 15 000 habitants, dont environ 400 juifs. Il y avait là beaucoup d'artisans et de commerçants. De petits ateliers y fabriquaient des couvertures rayées appelées ambuls, des haïques, grandes pièces de tissu de laine dans lesquelles les Marocains s'enveloppaient, des djellabas et autres vêtements. On rapportait que le territoire d'Azemmour était admirable pour l'élevage du bétail, le miel, la cire, mais ce qui faisait surtout la richesse de la cité, c'était la pêche. Les seules pêcheries d'alose, de congres et d'autres poissons qu'on appelle tazart et qui ont en Orient la même valeur que les thons, rapportaient chaque année à la ville de 7 à 8 000 cruzados. Dans l'Oum et Erbia, on faisait notamment de merveilleuses pêches d'alose fort grandes et bonnes, 12, ces délicieux poissons de la famille des harengs. Chaque année ils remontaient le cours du fleuve pour frayer. Castillans, Génois, Portugais venaient commercer à Azemmour. En 1480, les Espagnols avaient même tenté de s'emparer de la ville afin sans doute d'en monopoliser le négoce. Éliminer cette concurrence, organiser et sécuriser le commerce de la cité au profit des Portugais, tels étaient les objectifs que se fixa João II lorsqu'il engagea des pourparlers avec les habitants d'Azemmour. À l'instar de sa fille, il obtint en 1486 la signature d'un traité d'allégeance. Les notables de la ville s'y étaient résignés afin, écrirent-ils à Dom João, de se placer sous la protection, tutelle et garde du roi du Portugal et ainsi de n'avoir plus à subir ni tort ni dommage ni quelque sorte de mal que ce soit, ni de vous, ni des habitants de votre royaume, ni de tous les autres rois chrétiens. Ils acceptaient en signe de soumission de verser une redevance annuelle. Ô roi généreux, nous vous donnerons tous les ans 10 000 aloses chargés sur vos vaisseaux exempts de tout droit. 13. Surtout ils s'engageaient à laisser pénétrer dans le fleuve tous les navires portugais, et à accueillir dans la ville tous les sujets et agents du roi qui viendraient pour faire du commerce, à leur affecter une maison et à satisfaire tous leurs ordres d'achat de marchandises et d'animaux, y compris de chevaux. De Safi 14 et désormais d'Azemmour, les navires portugais chargés de marchandises regagnaient la métropole ou prenaient la route du sud. À Azemmour, rapporte un chroniqueur, on achète de bons chevaux et des haïques et des djellabas et des couvertures que l'on porte vendre aux nègres. 15. Un commerce triangulaire se mit en place. Tous ces produits et d'autres, comme le blé ou le miel, étaient échangés avec grand profit à Arguin contre de l'or et aussi, puisque les chameliers les y amenaient, contre des esclaves noirs de Guinée. L'or, un or en poudre appelé tibar car c'était sous cette forme qu'il était expédié des régions aurifères du Soudan, et les esclaves étaient amenés à Lisbonne. À Arguin, les Portugais purent se procurer ainsi de 20 à 25 kilos d'or par an et de là arrivèrent chaque année au Portugal entre 800 et 1000 esclaves. 16. Manuel, seigneur de la conquête, de la navigation et du commerce d'Éthiopie, d'Arabie, de Perse et d'Inde. Pendant ce temps, la découverte de la côte occidentale d'Afrique se poursuivait à un rythme accéléré. En décembre 1488, Bartholoméu Dias, de retour d'un périple de 15 mois, annonça à Lisbonne avoir atteint le point le plus méridional d'Afrique, le cap de Bonne-Espérance, celui où deux mers se rencontrent, l'Atlantique et l'océan Indien. Désormais, on savait qu'une liaison maritime était possible entre l'Europe et l'Asie et que l'on pouvait, en contournant l'Afrique, gagner les Indes à revers de l'islam. L'Inde ne fut atteinte que 10 ans plus tard par Vasco de Gama, 3 après l'accession au trône de Dom Manuel. Pour marquer la formidable expansion de l'Empire portugais, Manuel Ier ajouta à ses titres royaux celui de Senhor da Conquista et da Navigação e Comércio de Ethiopia, Arabia, Persia et da India. Dom Manuel n'entendait pas pour autant négliger le Maroc. João II avait privilégié le commerce, se contentant d'ajouter aux acquisitions portugaises quelques villes vassales.
Lui entendait reprendre la tradition conquérante de João I et d'Afonso V, renouer avec l'esprit de conquête qui animait les Portugais au début du XVe siècle lorsqu'ils s'étaient emparés de Ceuta, d'El-Ksar-et-Kébir, d'Arzila et de Tanger, l'idée impériale de Reconquista. La situation politique du Maroc apparaissait favorable aux visées de Dom Manuel. Le roi Ouattessaïd du Maroc, le sultan Mohamed al-Burtukali, disposait de quelques forces pour mener des attaques contre les Portugais dans le nord du pays, mais son autorité ne s'exerçait réellement qu'à Fès et dans une partie du Maroc septentrional. Le reste du pays était éclaté entre une multitude de féodalités. Chefchaouen et Tétouan étaient devenus des principautés indépendantes et dans le sud, Marrakech, encore soumis en droit à Fès, échappait dans les faits à l'autorité du sultan. À défaut de Fès, qui paraissait encore inaccessible, Marrakech, la grande ville créée par les Almoravides, celle dont les Almohades avaient fait le cœur de leur civilisation, Marrakech, la grande métropole du sud, serait le nouvel objectif. C'est à partir du littoral méridional du Maroc que Dom Manuel envisageait de se lancer dans la conquête du pays. L'éclatement du Maroc lui paraissait être une aubaine. Les populations qui tenteraient de s'opposer aux Portugais ne pourraient compter sur le secours d'un pouvoir central presque inexistant. En 1506, Dom Manuel fit construire en face de l'île de Mogador un castello real, un château royal. Au début de 1508, le Portugal, qui estimait ne pouvoir se satisfaire d'une simple suzeraineté, prit possession de sa fille et y fit construire là aussi une forteresse. Cette même année, des navires portugais partirent pour s'emparer d'Azemmour. Le projet de conquête de la cité avait pris corps en 1507. Alors, Berrios, c'est avec 4 caravelles que tu veux prendre Azemmour ? En 1507, une petite escadre placée sous le commandement de João de Menezes, qui s'était adjoint Sebastião Rodrigues Berrios, un navigateur habitué à se rendre à Azemmour, fit escale dans l'Oum et Herbia, à la hauteur de la cité. D'une rencontre avec Maoula Isaïan allait naître l'idée de faire d'Azemmour une ville portugaise et non plus seulement une cité vassale. Maoula Isaïan était un personnage important, ou du moins il l'avait été. Longtemps en effet, il avait été gouverneur de la ville de Meknès avant que son cousin, le roi de Fès, ne l'en chassât. Il s'était réfugié à Azemmour, où il avait une grande influence et dont il pensait que les habitants le prendraient pour maître, 17. Mais seule une partie de la ville avait reconnu son autorité. Aussi, lorsqu'il rencontra João de Menezes, envisagea-t-il de s'appuyer sur les Portugais pour devenir le chef incontesté de la cité. Azemmour deviendrait portugaise. Le royaume du Portugal y gouvernerait les chrétiens, et lui commanderait tous les morts de la ville. La conquête d'Azemmour devrait se faire par les armes, puisque certains des habitants d'Azemmour n'avaient pas pris son parti, mais elle réussirait presque sans coup férir, promettait Maoula Isaïan. C'était une opportunité à saisir, qui séduisit Dom Manuel. Une expédition fut montée. Les 75 navires partis de Lagos pénétrèrent le 9 août 1508 dans l'Oum et Herbia. La ville, contrairement aux prévisions de Maoula Isaïan, opposa une résistance farouche, obligeant les Portugais descendus à terre à battre piteusement en retraite. Apercevant parmi eux Sebastião Rodrigues Berrios, ceux des habitants de la cité qui le connaissaient le raillèrent du haut des remparts. « Alors Berrios, c'est avec 4 caravelles que tu veux prendre Azemmour » 18. Mazagan. La prise d'Azemmour avait été un échec. La conquête du Maroc marqua un temps d'arrêt de 5 ans. En 1513, Dom Manuel était de nouveau décidé à sauter le pas. Il fallait d'abord consolider le dispositif de places fortes sur le littoral atlantique. Tout au sud, il y avait Santa Cruz du Cap de Guire, qui n'était pas une ville, seulement un havre fréquenté par les Portugais. Situé au débouché de la plaine du Sou, il pouvait être utile de l'investir. Cela fut fait. Au centre, il y avait Azemmour, l'insoumis. À quelques lieues de la cité, il y avait Mazagan. À cette date, Dom Manuel n'y prêtait pas attention. Pourquoi l'aurait-il fait ? Mazagan, ce n'est rien d'autre qu'un récif à l'abri duquel vont les caravelles, 19. Les géographes arabes l'appellent Mazigun. Sur les portulans européens, il est signalé sous le nom de Mazagem ou Mazagao. Les navigateurs, seuls comme Duarte Pacheco Pereira, en soulignent les mérites.
Cette anse est un bon port pour les grands navires. 20. Il est vrai que, tout du long de la façade atlantique du Maroc, l'anse de Mazagane est un des rares sites qui offre aux navires des conditions favorables à un mouillage. Un épi de rochers plats long de 5 km, qui émerge à marée basse à proximité du rivage et n'atteint au plus loin qu'une profondeur de 5 à 10 mètres par rapport au plus bassot, abrite la baie contre les houles du large. Venir s'y réfugier, s'y ravitailler en eau peut-être. Qu'y faire d'autre? Il n'y a là nulle habitation. Certes, ce fut autrefois un bourg. Il est maintenant tout ruiné et inhabité, écrit le chroniqueur Valentim Fernandez 21. Même observation de la part de Pacheco Pereira. C'est là que se trouvait autrefois la cité de Mazagane, qui aujourd'hui est complètement détruite. 22. Seule subsiste une vieille tour ruinée que les Marocains désignent sous le nom d'El Bridja, le petit fort. Quelle était cette cité? Quels étaient ses habitants? Des Phéniciens? Ils ont longtemps navigué dans les parages. C'était il y a 2 millénaires. Des Romains? Ils ont colonisé un temps le Maroc. Mais c'était à une époque presque aussi ancienne et leurs auteurs, géographes et historiens, qui ont tant écrit n'en font pas état. 23. Et cette tour, contre qui était-elle censée apporter protection? Nul ne le sait. En somme, Mazagane ne pouvait intéresser que les commandants des navires. Les bateaux ne venaient y charger que lorsqu'ils ne pouvaient accéder à Azemmour car le gros bourg, situé 3 km en amont de l'embouchure de l'Oum et Erbia, n'est pas d'un accès facile par la mer. Pour entrer dans le fleuve, il faut franchir la barre puis suivre une sorte de chenal, dont le tracé change fréquemment et dont la hauteur d'eau varie en fonction des marées, toutes choses qui ne conviennent véritablement qu'aux petits bâtiments. 24. Pour Dom Manuel, Mazagane n'est qu'une plage, une baie, un nom sur les cartes. Dans les Ducala, outre sa fille, seul Azemmour importe. Pourtant c'est à Mazagane que les Portugais vont construire une forteresse, puis une ville. De toutes leurs possessions au Maroc, c'est de Mazagane dont ils ne voudront jamais se défaire. Après leur retrait des villes si fièrement conquises par Joao I, Afonso V et Manuel I, c'est Mazagane qui restera, pendant plus d'un siècle, le seul symbole de la présence portugaise en terre marocaine. Azemmour et la forteresse de Mazagane. La prise d'Azemmour en 1513. L'expédition de 1508 a été un échec. Cette fois, Dom Manuel ne veut rien négliger. Pour commander l'expédition, il choisit un des plus hauts dignitaires du royaume, son propre neveu, Dom Gem, duc de Bragance, dont il avait éprouvé la prudence et l'habileté. 25. Pour le duc, cette mission est l'occasion de remporter contre les morts une victoire qui grandira son prestige. Au dire de certains, comme il s'agit d'une croisade contre des musulmans, ce sera aussi pour lui une manière de racheter son âme car Dom Gem aurait poignardé sa femme pour l'avoir surprise avec un page dans sa chambre et doit s'en faire pardonner de Dieu. Dom Manuel met à la disposition du duc de Bragance des forces considérables. Une escadre est réunie à Lisbonne. Elle se rend à Faro où d'autres navires viennent la rejoindre. Au total, entre nefs, caravelles, bateaux-ronds et barcasses, ce sont plus de 500 vaisseaux qui vont appareiller vers le Maroc. Outre les marins, plus de 2000 cavaliers et 13 000 hommes de pied avec beaucoup d'artillerie participeront à l'expédition. Les préparatifs sont menés dans l'enthousiasme. Partout sont organisées des processions. À Lisbonne, le roi, accompagné de son neveu, vêtu de blanc comme les gens de sa maison, va entendre la messe dans la cathédrale. L'archevêque bénit l'enseigne royale sur l'autel de Saint-Vincent. L'escadre quitte Faro le lundi 23 août 1513 et parvient à la hauteur d'Azemmour le samedi 27 août. L'état de la mer et un épais brouillard rendent la barre impraticable. Les navires renoncent à pénétrer dans l'Oum et Erbia, et décident d'aller mouiller dans la baie de Mazagane où les troupes débarquent. De là, le 1er septembre, elles se dirigent vers Azemmour et établissent un camp au bord du fleuve en aval de la ville. Quelques bateaux partis de Mazagane viennent les rejoindre, emportant artillerie et autres engins de guerre. L'armée portugaise s'avance alors jusqu'au rempart d'Azemmour et commence à installer des échelles pour pouvoir pénétrer dans la place. Sous les ordres de Sidi Mansour, en qui les morts avaient grande confiance car c'était un guerrier fort intrépide. 26, les habitants d'Azemmour, se défendant en fort vaillants guerriers, cherchent à gêner les préparatifs des Portugais. Ils blessent quelques soldats, avec leurs javelots et des marmites de pois et de goudron et d'autres matières qu'ils lançaient du haut des murailles. 27. Avant que l'assaut ne soit ordonné,
l'artillerie portugaise entre en action. C'est à cet instant que Sidi Mansour, qui allait et venait sur les remparts en encourageant les siens, fut atteint à la poitrine d'un coup de bombarde tiré de notre camp, il tomba mort. 28. Déjà impressionnés par l'importance du dispositif déployé par les Portugais, les habitants d'Azemmour voient dans la perte de leur chef le signe que leur défense sera vaine. Perdant courage, ils se décident à évacuer la ville par une partie des remparts non tenus par les Portugais. À minuit, la population se mit à fuir dans une telle panique que plus de 80 personnes périrent étouffées aux portes tant la foule s'y pressa. Les gens couraient en tous sens dans la ville. C'était pitié de voir les enfants, les vieillards, les femmes, les jeunes filles nu-pieds et chevelées, courant partout sans savoir où se cacher. 29. Seuls les Juifs de la ville restent dans la place et, dans la nuit, l'un d'eux aile les Portugais pour les avertir que la cité a été évacuée par ses habitants. Au matin, les troupes portugaises pénètrent dans Azemmour. La ville a été conquise presque sans combat et presque sans perte. La chancellerie royale rédige un rapport sur la prise d'Azemmour. C'est en considération de l'importance de la ville comme point de départ pour la conquête des royaumes de Marrakech et de Fès, est-il dit, que le roi a décidé d'occuper la place. Désormais, puisque la cité a été prise, la conquête du royaume de Marrakech est toute proche. 30. Dans l'immédiat, ce qui préoccupe le duc de Bragance, c'est la situation d'Azemmour. Le 30 septembre, il fait remarquer que depuis la conquête de la ville, le temps a été tel que l'état de la barre d'Azemmour n'a permis qu'une seule fois aux gros navires de remonter le cours de l'Oum et Erbia, et 2 fois seulement aux plus petits. Pour éviter l'isolement de la cité, il est nécessaire, écrit-il, de construire une forteresse à Mazagan car c'est un mouillage excellent. En 1514, Dom Manueli dépêche 2 architectes, 2 frères, Francisco et Diogo d'Arruda, pour mener à bien le projet exposé par le duc de Bragance. Construction de la forteresse de Mazagan. À l'été 1514, la construction de la citadelle de Mazagan est lancée. Bien que fréquemment harcelés par les tribus voisines et malgré de grandes difficultés pour s'approvisionner en matériaux, les Portugais s'emploient activement de nuit comme de jour, en sorte qu'au bout de peu de temps ils avaient terminé leur forteresse et étaient en mesure de s'y défendre contre les musulmans. 31. C'est un ouvrage rectangulaire doté à chaque angle d'une tour solide. L'une d'elles n'est autre, confortée et rehaussée, que l'ancienne tour El Bridja que les Portugais avaient découverte en débarquant à Mazagan. À l'un des angles de la citadelle, la tour dépasse en hauteur toutes les autres. À son sommet se dresse un mât portant d'une cloche. C'était un poste vigie d'où la vue portait à une distance de 25 milles à la ronde, écrit l'historien en Assyrie 32. À l'intérieur de l'enceinte est aménagée une immense citerne que les gens de l'époque appelaient Netfika, leur assurant des réserves d'eau. Sa voûte et les parois étaient en blocs de pierre de moyenne appareil, parfaitement taillés, juxtaposés et reliés entre eux. La voûte était supportée par 6 arcs sur chaque côté. 33. Azemmour, flanqué de la forteresse de Mazagan, est désormais prêt pour la conquête du Maroc. Marrakech. Dom Manuel aurait préféré faire l'économie d'une guerre. Depuis la prise de Safi en 1508, de nombreuses tribus de l'intérieur des terres se sont soumises. L'occupation d'Azemmour a renforcé le prestige des Portugais. À plusieurs reprises, assistés de contingents de morts ralliés, des cavaliers portugais ont fait des raids dans les environs de la capitale du Sud. Le gouverneur de Marrakech, Maoulaye en Nassir, frère du roi de Fès et qui se dit lui-même roi, ne pouvait qu'être impressionné. Lorsqu'en août 1514 celui-ci se déclare disposé à servir la couronne du Portugal, Manueli pense avoir gagné la partie. Il formule ses exigences. Pour chaque maison de mort ou de juifs établie dans la ville de Marrakech, il sera versé une once d'or chaque année. Les Portugais pourront construire une forteresse dans la ville. Surtout, le roi de Marrakech prendra la bannière du roi du Portugal et fera la guerre aux côtés des Portugais contre les Maures qui sont leurs ennemis. C'en est trop. Maoulaye en Nassir ne donne pas suite. Le gouverneur de Mazagan, Dom Pedro de Souza, tout comme celui de Safi, Nuno Fernandes de Hated, espère alors que D'Emmanuel va ordonner et organiser une grande offensive. Il faudrait pour cela que Lisbonne envoie des troupes nombreuses car les effectifs des garnisons des 2 cités sont à l'évidence insuffisants pour mener une attaque. En octobre 1514,
Nuno Fernandes de Hated souhaite cependant montrer que la prise de la ville sera chose aisée. Il mène un raid contre Marrakech au cours duquel quelques morts alliés réussissent à planter leurs lances dans les portes de la ville. Dom Manuel semble moins convaincu de la facilité de la tâche et d'autres projets l'accaparent. L'organisation de l'Empire portugais partout dans le monde exige tant de moyens, d'argent, d'hommes. Le Maroc n'est plus une priorité. Marrakech n'est plus la préoccupation du roi. Dom Pedro de Sousa comme Nuno Fernandes de Hated sont exaspérés. Ils jugent incohérente la politique de la couronne. Puisque Dom Manuel a, semble-t-il, renoncé à ce qui était le but affiché des visées portugaises, tous deux décident de reprendre à leur compte le projet de conquête. Réunissant leurs troupes, 550 Portugais et 2500 morts appartenant à des tribus alliées, ils lancent une expédition contre Marrakech en avril 1515. Des forces aussi dérisoires ne pouvaient laisser espérer une victoire. À peine peuvent-elles apercevoir les remparts de la capitale maure et amorcer un combat, que les troupes portugaises doivent se replier. Le Portugal rêvait de s'emparer de Marrakech. Il n'aura réussi qu'à y mener une attaque rapide, arriver et s'enfuir 34. Azemmour et la forteresse de Mazagan laissés à eux-mêmes. Sitôt conquis, sitôt bâtis, Azemmour et la forteresse de Mazagan sont abandonnés à eux-mêmes. Aussi les soldats portugais installés dans la ville ou dans la forteresse de Mazagan espèrent-ils soumettre les villages environnants et obtenir d'eux le versement de tribut en céréales et autres produits qui leur permettraient, à tout le moins, d'assurer leur subsistance. Les habitants d'Édouard ne sont guère tentés de leur donner satisfaction et lorsque sous la contrainte, ils prennent quelques engagements, leur souci est ensuite de ne point les respecter. Bien souvent, comme ce fut le cas en 1521 et 1522, ils sont de toute manière incapables de s'exécuter. Ces 2 années sont marquées par une grande sécheresse. Dans les campagnes, les fellahs ne font plus que de maigres récoltes tandis qu'à Azemmour le prix des denrées connaît une hausse extrême. La misère s'étend, la famine devient effroyable. Pour que leurs familles puissent recevoir de quoi manger, les campagnards se rendent dans la cité vendre leurs femmes, leurs enfants. Ils se vendent eux-mêmes. Les caravelles qui remplissaient la rivière d'Azemmour pour charger les aloses qui se pêchaient en cet endroit, changèrent de dessein et embarquèrent une multitude de jeunes morts et de jeunes et jolis mauresques pour les emmener à Lisbonne et à Séville. Et pour le prix, il n'y eut pas un mort qui ne tombât d'accord avec l'acheteur. Car beaucoup d'entre eux sacrifiaient leur liberté et se laissaient embarquer uniquement en échange de la nourriture qu'on leur donnait. 35 à Lisbonne, la nouvelle se répand, il serait dommage de manquer de si bonnes affaires. On multiplie les expéditions sur Azemmour. Dans Loum et Herbia, on voit jusqu'à une centaine de caravelles. La ville est remplie de marchands. Tant de gens sont présentés à la vente que les Portugais n'achètent plus, et à vil prix que les jeunes femmes et les jeunes filles. Disait ou pas, les Portugais cherchent même de quoi se nourrir. Le trésor de l'État n'arrive pas à supporter les charges de la cité. Les soldes des soldats ne sont pas payés aux échéances. Les vivres et les munitions réclamés par Azemmour à la métropole n'arrivent qu'irrégulièrement. Il est heureux que 2 bateaux de Madère aient apporté du blé, car la disette était grande, écrit le capitaine d'Azemmour le 18 septembre 1525-36. La place est réduite à la famine, fait savoir le médecin d'Azemmour le 15 novembre 1527-37. Alors les soldats multiplient dans les campagnes les razzias et les escarmouches qui se concluent par des enlèvements d'esclaves. À certains moments, parmi les douars il n'y eut plus que fuite éperdue des hommes et des femmes, 38. Les Portugais se lancent même parfois sur l'autre rive de Loum et Herbia, dans la province de Chaouia. On affirme que lors d'une telle incursion, ils ramenèrent 2000 chameaux et 20 000 têtes de bétail, sans compter 600 captifs, entre hommes et femmes. De vêtements il y eut un précieux butin, beaucoup de burnous et de marlottes de soie et de drap fin, beaucoup de chemises de brocart qui sont parmi les morts une élégance particulière, un grand nombre de tapis, et des harnais coûteux, des étriers et des tétières d'argent, 39. Le roi du Portugal laisse les gouverneurs et capitaines qui se succèdent à la tête de la cité décider des actions à mener. Certains d'entre eux considèrent Azemmour comme leur fief, et multiplient les coups de main pour se procurer un butin qu'ils accaparent en partie, n'hésitant pas à revendre esclaves et marchandises pour leur compte personnel. Le médecin d'Azemmour dénonce ces agissements.
Il conviendrait que le roi envoie quelques-uns de ses fidèles serviteurs pour contrôler ce qui se passe dans la cité, dit-il, ajoutant que celle-ci ne peut dépendre exclusivement du bon plaisir d'un seul homme. Évacuation d'Azémour. Dès 1529, le duc de Bragance, le vainqueur d'Azémour, estimait que la nation portugaise ne disposait pas des moyens et ressources qu'exigeait le maintien de l'immense empire colonial qu'elle avait bâti sur toute la surface du globe. Dans les îles atlantiques des Açores et de Madère, au Maroc, dans le golfe de Guinée, sur la côte orientale de l'Afrique, en Inde, à Macao, au Brésil. Il y a tant de possessions portugaises à travers le monde, tant de comptoirs à protéger, tant de forteresses à défendre, tant de circuits commerciaux à développer ou simplement à préserver. Le 8 janvier 1529, il écrit au roi João III, qui a succédé à Dom Manueli en 1521, de ne pas disperser son effort, d'abandonner une partie des places qu'il tient en Afrique et entre toutes, Santa Cruz du Cap de Guire. Le 12 février 1529, dans une nouvelle lettre, il affirme que le Portugal n'est pas assez puissant pour réaliser la conquête du royaume de Fès. Il faudrait, ajoute-t-il, que le royaume eût assez d'argent pour amener 50 à 60 000 hommes afin de peupler le pays. La conquête ne peut être effective que si l'on occupe, si l'on bâtit et si l'on peuple tout à la fois. 40. Le roi s'interroge. Certes, les possessions portugaises du Maroc coûtent très cher, mais se retirer porterait atteinte au prestige du Portugal. Cela pourrait lui être reproché. Il ne saurait donc en être question. En 1534, un retrait lui paraît davantage s'imposer. De son empire à travers le monde, le Portugal retire des ressources énormes mais la couronne doit aussi supporter des charges considérables. L'armement et l'entretien des flottes, le maintien d'installations administratives et militaires coûtent cher. Les rentrées du trésor ne suffisent plus à couvrir les dépenses publiques. Pour ne pas restreindre le faste de la cour auquel la haute noblesse est si attachée, des agents royaux ont dû sillonner l'Europe pour souscrire des emprunts et depuis, le Portugal doit verser sur l'échange des foires de Flandre des intérêts exorbitants. L'abandon de certaines possessions marocaines permettrait de soulager les finances royales. João souhaite toutefois impliquer les grands du royaume dans la décision. Le 13 septembre, par une lettre circulaire 41, il saisit différents gentilshommes et prélats. Ne faut-il pas évacuer Safi et Azémour ou l'une de ses places, leur demande-t-il ? Certains se déclarent embarrassés et ne prennent pas parti, tel l'évêque de Coimbra qui se borne à lui apporter le secours de ses prières. Plusieurs se déclarent favorables à l'abandon des deux fronteras car leur peu d'importance ne justifie pas les dépenses à y faire. Le comte de Castanera écrit « On appelle vanité ce qui se maintient sans fruit ni espérance de fruit. Le maintien de Safi ne comporte aucun fruit glorieux ni profitable, et il en est de même d'Azémour 42. Cependant, la plupart, notamment l'infant Dom Fernando et l'évêque de l'Algarve, affirment au contraire qu'abandonner ces cités serait indigne des Portugais, mieux vaut sacrifier fortune et personne. Dom João III ne se résout pas à faire évacuer les deux places. En 1541, les événements vont l'y contraindre ou lui en donner l'opportunité. Dans le sud du Maroc, une nouvelle dynastie, celle des shérifs sadiens, s'est implantée. Maîtresse de Marrakech et de tout le territoire qui s'étend de l'Oum et Erbia au Sou, elle affirme sa puissance. Elle a l'ambition de conquérir le royaume de Fès et la volonté de chasser les Portugais du Maroc. En septembre 1540, Muhammad al-Sheikh al-Mahdi, frère du roi sadien, s'empare de la colline qui domine Santa Cruz du Cap de Guire. Il y concentre une forte artillerie. Le siège de la place commence le 16 février 1541. Les Portugais se défendent avec vaillance, réclament à la métropole une aide qui ne vient pas et finissent par capituler le 12 mars 1541. Lorsque les secours arrivent, il est trop tard. Ils ne font que donner de l'orge à la queue d'un âne mort, diront ceux qui se sont déjà rendus. À Lisbonne, la nouvelle de la perte de Santa Cruz du Cap de Guire crée la stupeur. On prend conscience que les Marocains disposent désormais de troupes suffisamment puissantes, équipées et organisées, pour l'emporter sur les garnisons portugaises. Le roi en tire la conclusion que le moment est venu d'abandonner les places de Safi et Azémour. Fin octobre 1541, les Portugais se retirent des deux villes. Dans une lettre du 22 décembre 1541 adressée à l'ambassadeur qu'il a délégué auprès de l'empereur Charles Quint,
Dom João III justifie sa décision. Alors que les armées maures ont gagné en puissance, qu'elles disposent désormais d'une forte artillerie et grâce au concours des renégats, de soldats bien exercés, la situation de Safi et d'Azemmour était très défavorable. Safi était difficile à défendre et difficile à secourir. La ville est dominée par des hauteurs qui facilitaient les attaques adverses et son port est si mauvais qu'il était parfois impossible d'y débarquer durant 3 mois de suite. Le port d'Azemmour ne valait pas mieux à cause de la barre et de l'étroitesse du fleuve. On a bien vu tout cela lors du siège de Santa Cruz. De plus, l'entretien de ces places est devenu une charge très onéreuse. Il était donc préférable de les abandonner, puisqu'elles ne pouvaient plus remplir un rôle utile. L'aventure portugaise en terre morte semble bien prendre fin. Pourtant Dom João III s'empresse d'ajouter qu'il n'est pas question de renoncer complètement au Maroc 43. De Mazagan, ville inventée. Abandonner Safi et Azemmour ne veut pas dire abandonner le Maroc, ni même les Ducala, affirme Dom João III. Safi et Azemmour étaient des cités marocaines que les Portugais étaient venus occuper. Elles étaient difficiles à défendre. Édifier une ville portugaise, la concevoir... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.